Je suis né et j'ai grandi dans ce petit village, niché au cœur d'une forêt dense. Pour ceux qui vivent ici, la vie est simple, rythmée par les saisons et les traditions transmises de génération en génération. Le village a toujours eu une aura de mystère, mais rien n'était aussi fascinant que le point de rencontre dans la forêt. Depuis mon enfance, ce lieu a été au centre de nos rassemblements. Les anciens disaient que c'était un endroit sacré, où les générations passées se réunissaient pour célébrer la vie, partager des histoires et parfois accomplir des rituels que personne ne comprenait vraiment. Au fil du temps, il est devenu un lieu de détente, où nous, les jeunes, nous rendions pour échapper à la monotonie du village. Le point de rencontre est une clairière entourée de grands arbres, leurs branches entrelacées formant un toit naturel au-dessus de nos têtes. En journée, la lumière du soleil y pénètre, créant des jeux d'ombres et de lumière. La nuit, l'atmosphère change. Les ombres deviennent plus profondes et le silence est seulement interrompu par le bruissement des feuilles et les cris lointains des animaux nocturnes. Je me souviens encore des soirées passées autour du feu, à écouter les histoires des anciens, parfois drôles, parfois effrayantes. C'était un lieu familier, rassurant même. Mais récemment, une ombre inquiétante a commencé à planer sur le village. Des gens disparaissent, et toujours après avoir été vus pour la dernière fois dans cette clairière. Au début, personne n'y croyait vraiment. Mais le nombre de disparus a augmenté, et une peur sourde a commencé à s'emparer de nous. C'est ainsi que j'ai commencé à m'intéresser de plus près à ce lieu que je croyais connaître si bien. Il était temps de comprendre ce qui se cachait vraiment derrière ces disparitions. Tout a commencé par des murmures. D'abord, c'était un voisin, un homme âgé que tout le monde aimait bien. Il avait l'habitude de se promener seul, même la nuit. Personne ne s'inquiétait vraiment de ne plus le voir. On pensait qu'il était simplement parti rendre visite à sa famille dans un autre village. Mais les jours passaient, puis des semaines, et personne n'avait de ses nouvelles. Sa maison restait silencieuse, abandonnée. Puis ce fut au tour de Sarah, une jeune femme que je connaissais bien. Elle et moi étions amies depuis l'enfance, et nous avions souvent partagé des moments au point de rencontre, riant et parlant sous les étoiles. Un soir, elle m'a dit qu'elle allait rejoindre des amis là-bas pour une fête nocturne. C'était la dernière fois que quelqu'un l'a vue. La disparition de Sarah a marqué un tournant. Le village tout entier a commencé à s'agiter, des questions flottaient dans l'air. Comment une personne aussi vive, aussi aimée, pouvait-elle simplement s'évaporer sans laisser de traces? Les rumeurs se sont répandues comme une traînée de poudre. Certains disaient qu'elle avait fui, d'autres murmuraient des histoires plus sombres, des histoires de malédiction et de créatures qui rôdaient dans les bois. Chaque disparition semblait suivre le même schéma. Les personnes étaient vues pour la dernière fois au point de rencontre, toujours la nuit. Puis, plus rien. Pas de cris, pas de signe de lutte, juste un silence assourdissant. Les visages familiers du village devenaient de plus en plus rares, et la peur commençait à s'infiltrer dans les cœurs. J'essayais de me rassurer, de me dire que c'était une coïncidence, mais une partie de moi savait qu'il y avait quelque chose de plus sinistre à l'œuvre. C'est cette peur, mêlée à une curiosité presque morbide, qui m'a poussé à vouloir comprendre ce qui se passait réellement. Il fallait que je découvre la vérité, même si cela signifiait affronter l'inconnu, cet inconnu qui semblait emporter ceux que j'aimais, un par un. L'inquiétude grandissait en moi, mais elle ne suffisait pas à m'arrêter. Je savais que je devais découvrir la vérité, alors j'ai commencé à me rendre au point de rencontre, seul, la nuit. Chaque pas que je faisais dans cette forêt autrefois si familière me semblait lourd de menaces, comme si les arbres eux-mêmes retenaient leur souffle. Au début, tout semblait normal, presque trop normal. La clairière était calme, baignée par la lumière de la lune, et pourtant, je ressentais une présence,
quelque chose de caché, juste au-delà de mon champ de vision. Les premières nuits, je n'ai rien trouvé d'extraordinaire. J'entendais seulement le bruissement des feuilles, le craquement des branches sous mes pieds, et parfois des bruits plus étranges, comme des chuchotements portés par le vent. Puis, un soir, j'ai vu quelque chose. À l'orée de la clairière, une silhouette se mouvait dans l'ombre, indistincte mais terriblement réelle. Mon cœur battait à tout rompre, mais je n'ai pas bougé. Je l'ai observée, essayant de comprendre ce que c'était. Et puis, elle a disparu, aussi soudainement qu'elle était apparue. Cela m'a conduit à creuser plus profondément. J'ai commencé à fouiller les archives du village, à parler aux plus anciens, ceux qui se souvenaient des histoires que l'on ne racontait plus. Ce que j'ai découvert m'a glacé le sang. Le point de rencontre n'était pas seulement un lieu de rassemblement. Autrefois, il avait été utilisé pour des rituels, des sacrifices destinés à apaiser des forces que je n'osais même pas imaginer. Les anciens parlaient de pactes passés avec des entités sombres, des entités qui demandaient un tribut en échange de la protection du village. Personne ne voulait admettre que ces pratiques avaient continué, mais les disparitions récentes semblaient prouver le contraire. Je comprenais désormais que les disparus n'avaient pas simplement été victimes du hasard. Ils avaient été choisis, offerts comme un prix à payer pour maintenir la paix apparente de notre village. Et plus j'en apprenais, plus je réalisais que j'étais peut-être en train de me rapprocher trop près de la vérité. Mon enquête m'avait conduite au bord du gouffre. Je ne pouvais plus ignorer ce que j'avais découvert, mais je savais aussi que je risquais gros en confrontant ceux qui tenaient les rênes de ce sombre secret. Un soir, je me suis décidé à affronter les anciens du village, ces hommes et ces femmes qui semblaient savoir plus qu'ils ne voulaient l'admettre. Je les ai retrouvés dans la salle du conseil, un vieux bâtiment aux murs chargés de souvenirs. Leur accueil fut glacial. Ils ont écouté en silence, tandis que je leur exposais ce que j'avais découvert, les rituels, les sacrifices, les disparitions. Au fur et à mesure que je parlais, je voyais leurs visages se fermer, leurs regards devenir durs et intransigeants. Ils ne niaient pas, mais ils ne confirmaient rien non plus. Puis, l'un d'eux, le plus ancien, a pris la parole. Sa voix était calme, mais chaque mot résonnait avec une autorité terrifiante. « Tu ne comprends pas, a-t-il dit. Tout ce que nous avons fait, c'était pour protéger ce village, pour protéger les nôtres. Le prix est lourd, mais il doit être payé. Sans ces rituels, le mal qui rôde dans ces bois détruirait tout. » Je me suis rebellé, criant que cela ne pouvait pas justifier de sacrifier des vies innocentes. Mais leur décision était prise. Avant même que je puisse réagir, ils m'ont saisi, m'entraînant vers le point de rencontre, cette clairière qui n'avait jamais paru aussi sinistre. Les autres membres du village étaient là, leurs visages figés dans une expression d'indifférence ou de résignation. Ils savaient tous, ils étaient tous complices. C'est alors que j'ai compris que je n'étais pas seulement venu pour découvrir la vérité. J'étais devenu une partie intégrante de cette sinistre réalité. Le cercle s'était refermé sur moi et je n'avais plus aucun échappatoire. Ils allaient me faire participer à l'un de ces rituels, faire de moi l'un des leurs, ou pire, l'une des victimes. À mesure que la cérémonie avançait, j'ai senti une force obscure m'envelopper, une terreur froide s'insinuer dans mes os. J'étais impuissant, piégé dans ce cercle infernal de traditions macabres, et chaque seconde qui passait me rapprochait de la fin inévitable. Je ne sais pas exactement comment j'ai réussi à m'enfuir cette nuit-là. C'était un tourbillon de terreur et de confusion, où chaque ombre semblait se mouvoir pour me retenir, où chaque souffle semblait annoncer ma fin. Mais d'une manière ou d'une autre, j'ai trouvé la force de m'échapper de ce cercle maudit. Je me souviens de ma course effrénée à travers la forêt,
les branches griffant ma peau, le sol traître sous mes pieds. Le silence était tombé lourdement sur la clairière, comme si la forêt elle-même observait mon désespoir avec une indifférence glaciale. Les murmures des anciens résonnaient encore dans mon esprit, me rappelant que personne ne quittait ce village indemne. Pourtant, je courais, poussé par une peur primale, un instinct de survie que je n'avais jamais ressenti auparavant. Quand je suis enfin arrivé à la lisière de la forêt, épuisé, je me suis retourné pour voir si quelqu'un me suivait. Mais il n'y avait personne. Le village restait caché derrière les arbres, sombre et silencieux, comme s'il m'avait déjà oublié, comme s'il m'avait effacé de son histoire. Je n'ai pas eu le courage de revenir. J'ai quitté le village ce jour-là, emportant avec moi des souvenirs que je préférerais oublier. Les cicatrices sur ma peau ont guéri, mais celles qui marquent de mon esprit sont bien plus profondes. Chaque nuit, je fais encore des cauchemars où je me retrouve à nouveau dans cette clairière, entouré par ces visages sans émotion, prêts à être sacrifiés pour un mal que je ne comprends toujours pas entièrement. Je ne sais pas ce qui est arrivé après mon départ. Peut-être que les disparitions ont cessé, ou peut-être que d'autres ont pris ma place. Mais une chose est certaine, ce village est condamné à perpétuer ce cycle de peur et de sacrifice. Et moi, je reste hanté par la question qui me hante chaque jour depuis mon évasion. Suis-je vraiment libre, ou bien ai-je emporté avec moi une part de cette malédiction, condamné à me suivre où que j'aille? Je me souviens encore du jour où nous sommes arrivés dans ce petit village perdu au milieu de nulle part. La route, sinueuse et bordée de vieux arbres, semblait nous mener vers une autre époque. Nous cherchions la tranquillité, un endroit où commençait une nouvelle vie, loin du tumulte de la ville. La ferme, avec son prix ridiculement bas, nous paraissait être une opportunité en or. Les habitants, eux, étaient discrets. Trop discrets. Lors de notre première promenade, nous avons croisé quelques regards, mais personne ne semblait vouloir nous parler. Ils se contentaient de nous observer de loin, comme s'ils savaient quelque chose que nous ignorions encore. La ferme, vieille et délabrée, avait pourtant un certain charme. Elle était entourée de champs à perte de vue, isolés, mais c'est justement ce que nous voulions. Un endroit pour nous retrouver, pour reconstruire notre relation et commencer un nouveau chapitre. Cependant, quelque chose dans l'air me mettait mal à l'aise. Ce silence lourd, presque oppressant, et ces regards fuyants des villageois. Je me disais que c'était sûrement le temps d'adaptation. Après tout, quitter la ville pour s'installer ici demandait un certain ajustement, mais au fond de moi, une petite voix chuchotait que nous n'aurions peut-être jamais dû venir. Cela a commencé quelques jours après notre installation. Une lettre glissée sous la porte, sans adresse ni timbre, seulement quelques mots écrits à la main. Partez tant que vous le pouvez encore. Au début, j'ai cru à une mauvaise blague, peut-être un accueil peu chaleureux des habitants du village. J'ai montré la lettre à mon conjoint, et nous avons ri nerveusement en la jetant à la poubelle. Mais les lettres ont continué d'arriver, chaque jour, de plus en plus menaçantes. Vous ne savez pas ce qui vous attend. Quittez cette ferme avant qu'il ne soit trop tard. Les phrases étaient courtes, les mots choisis avec soin pour instiller la peur. Je commençais à me sentir surveillé, comme si des yeux invisibles suivaient chacun de mes mouvements. Mon conjoint essayait de me rassurer, me disant que ce n'étaient que des villageois superstitieux ou peut-être des adolescents qui s'amusaient à nous faire peur. Mais au fond de moi, quelque chose me disait que ce n'était pas si simple. Ces lettres n'étaient pas des plaisanteries. Elles avaient un ton sinistre, presque désespéré, comme si celui qui les écrivait savait que quelque chose de terrible allait se produire. Un soir, alors que nous venions de recevoir une énième lettre, j'ai décidé d'aller parler aux voisins les plus proches.
Mais quand je suis arrivé devant leur maison, je n'ai trouvé que des volets fermés et un silence glaçant. Personne n'était prêt à nous parler. Personne ne voulait nous aider. C'est à ce moment-là que j'ai compris que nous étions vraiment seuls dans cette ferme et que ces lettres n'étaient que le début de quelque chose de bien plus effrayant. Au fil des jours, les choses ont commencé à prendre une tournure encore plus inquiétante. Ce qui avait commencé par de simples lettres anonymes s'est transformé en événements que je ne pouvais plus ignorer. Tout a commencé par des détails presque imperceptibles, une porte qui se refermait alors que je me souvenais l'avoir laissée ouverte, des bruits de pas dans les couloirs alors que nous étions seuls. Je me disais que c'était mon imagination, que la fatigue et le stress jouaient des tours à mon esprit. Puis, les événements sont devenus plus tangibles. Une nuit, j'ai entendu des chuchotements comme des voix lointaines, indistinctes, venant de l'étage. Je me suis levé, mon cœur battant la chamade, et j'ai exploré la maison, lampe de poche en main, mais je n'ai rien trouvé. Rien, sauf ce sentiment persistant que quelque chose n'allait pas. Le lendemain, j'ai trouvé des objets déplacés dans la maison, une chaise renversée, une photo de famille brisée, alors qu'aucun de nous deux n'avait touché à quoi que ce soit. J'ai demandé à mon conjoint s'il avait remarqué quelque chose d'étrange, mais il a simplement haussé les épaules, tentant de rationaliser ce qui, pour moi, devenait de plus en plus inexplicable. C'est alors que j'ai commencé à me sentir observé, constamment. Chaque fois que je tournais le dos, j'avais l'impression que des yeux invisibles étaient fixés sur moi. Cette sensation était si oppressante que je n'osais plus rester seul dans une pièce trop longtemps. Les lettres, elles aussi, ont pris une tournure plus personnelle. Elles contenaient désormais des détails sur notre vie, des choses que seuls nous aurions pu savoir. Vous êtes observé, il connaît vos peurs. Ces messages semblaient venir de quelqu'un qui nous connaissait intimement, et cette idée m'était insupportable. Je pouvais sentir la tension grandir entre nous. Mon conjoint, d'abord sceptique, commençait lui aussi à montrer des signes d'inquiétude, bien qu'il tente encore de le cacher. Nous étions sur les nerfs, toujours sur le qui-vive, comme si quelque chose d'invisible se rapprochait inexorablement, prêt à frapper. Après des semaines à vivre dans la peur et l'incertitude, j'ai décidé qu'il était temps d'agir. Je ne pouvais plus supporter ces événements étranges, cette paranoïa qui nous rongeait. Nous devions comprendre ce qui se passait, et la seule solution qui me restait était de confronter les habitants du village. Nous avons choisi de commencer par la maison la plus proche, celle d'un couple de retraités que nous avions à peine croisés depuis notre arrivée. Leur demeure, vieille et croulante, ressemblait à un mausolée figé dans le temps. Quand nous avons frappé à la porte, j'ai senti mon cœur s'emballer. Le silence qui suivit me parut interminable, puis la porte s'ouvrit avec un grincement sinistre. La vieille femme qui nous accueillit nous regarda avec des yeux emplis de méfiance. Avant même que nous ne puissions dire un mot, elle nous interrompit. « Vous n'auriez jamais dû venir ici. » Son ton, à la fois accusateur et résigné, m'a glacé le sang. Nous avons insisté, demandant des explications, voulant comprendre pourquoi nous étions si mal accueillis et ce qui se passait réellement dans cette ferme. Elle soupira profondément et nous invita à entrer. À l'intérieur, l'atmosphère était lourde, chargée d'une odeur de poussière et de quelque chose d'indéfinissable. Assis autour d'une table bancale, le vieux couple nous raconta une histoire qui dépassait tout ce que nous aurions pu imaginer. La ferme, disait-il, était maudite. Il y a des décennies, une famille y avait vécu tout comme nous, attirée par le charme de l'endroit. Mais un à un, les membres de cette famille avaient disparu, sans laisser de traces. Les habitants du village croyaient que quelque chose de sombre habitait la ferme, quelque chose qui prenait racine dans la terre elle-même. Ils nous racontèrent comment, au fil des années,
Ceux qui tentaient de s'installer ici étaient tous confrontés à des événements terrifiants, jusqu'à ce qu'ils finissent par quitter le village. Ou pire. Les disparitions n'étaient pas rares, mais personne ne parlait, personne ne cherchait à comprendre. C'était comme une règle tacite. Ne jamais interférer avec ce qui se passe à la ferme. J'écoutais, incrédule, une sueur froide coulant le long de ma nuque. Mon conjoint, à côté de moi, était livide. Nous voulions des réponses, mais celles que nous recevions étaient bien pires que tout ce que nous avions imaginé. Le vieux couple nous conseilla de partir tant qu'il en était encore temps, mais au fond de moi, je savais que quelque chose nous retenait déjà ici. La situation a rapidement dégénéré après notre conversation avec le vieux couple. Les phénomènes étranges se sont intensifiés, devenant plus violents, plus intrusifs. Il ne s'agissait plus simplement de bruit ou d'objets déplacés. Maintenant, c'était comme si la maison elle-même essayait de nous effrayer, de nous briser. Les murs semblaient chuchoter, les fenêtres claquaient violemment même par temps calme, et chaque nuit, des ombres semblaient se déplacer dans les coins de notre vision. Nous avons pris la décision de partir. Nous ne pouvions plus rester dans cet endroit maudit. Mais lorsque nous avons essayé de quitter la ferme, c'est là que la véritable horreur a commencé. La voiture, qui avait toujours fonctionné sans problème, refusait de démarrer. Les routes qui menaient hors du village semblaient changer, se perdre dans un labyrinthe sans fin. C'était comme si le monde extérieur s'éloignait de plus en plus à chaque tentative de fuite. Nous étions pris au piège, piégés dans cette ferme, dans ce village qui semblait déterminé à nous garder ici. Une nuit, alors que je luttais pour trouver le sommeil, j'ai entendu un grattement venant du sous-sol, un bruit sourd et régulier, comme si quelqu'un ou quelque chose tentait de s'échapper. Poussé par une terreur irrationnelle, j'ai descendu les escaliers, une lampe à la main, mon cœur battant à tout rompre. Le sous-sol était plongé dans l'obscurité, une obscurité qui semblait presque palpable. Mais le bruit était toujours là, plus fort maintenant. En éclairant un coin reculé, j'ai découvert une trappe que nous n'avions jamais remarquée auparavant. Elle était vieille, recouverte de poussière et de toiles d'araignée. Sans réfléchir, j'ai ouvert la trappe, découvrant un passage étroit qui s'enfonçait sous la maison. Ce que j'ai vu là-bas est gravé à jamais dans mon esprit. Des symboles anciens gravés dans la pierre, des objets rituels, et au centre, une étrange statue, une figure humaine à moitié décomposée, comme si elle était figée entre la vie et la mort. Et c'est alors que j'ai compris. Cette ferme, cet endroit, n'était pas simplement hanté. Il était un portail, un lien avec quelque chose de profondément maléfique, quelque chose qui exigeait des sacrifices. Les lettres, les phénomènes, tout cela n'était qu'un avertissement. Un avertissement que nous n'avions pas pris au sérieux. Nous étions destinés à être les prochaines victimes, piégées ici pour nourrir ce mal ancien. En remontant à la surface, j'ai trouvé mon conjoint, les yeux vides, comme sous l'emprise de quelque chose de plus fort que lui. Et c'est à ce moment-là que j'ai su que nous ne partirions jamais d'ici. Cette ferme nous avait choisis, elle nous avait attirés, et maintenant, elle nous possédait. Nous n'étions plus que des pions dans un jeu macabre, condamnés à rester ici, à attendre notre fin, ou pire, à devenir les prochains gardiens de ce secret terrifiant. Je me souviens encore de cette soirée comme si c'était hier. Le village où tout a commencé était petit, niché au creux des montagnes, un endroit que peu de gens connaissent vraiment. Un village tranquille, où les traditions semblaient figées dans le temps, où les vieilles maisons de pierre racontaient des histoires que personne n'osait plus écouter. C'était l'anniversaire de mon ami Julien, et nous avions décidé de célébrer dans la vieille maison de sa grand-mère, une bâtisse imposante, presque effrayante, avec ses murs couverts de lierre et ses fenêtres qui grinçaient sous le poids des années. Mais ce soir-là,
L'ambiance était à la fête. Nous étions un petit groupe, proches les uns des autres, riant et plaisantant autour d'un feu qui crépitait doucement dans l'âtre. Je ne peux pas dire que j'étais à l'aise dès le début. Il y avait quelque chose dans l'air, une sorte de tension que je ne pouvais pas expliquer, mais je l'ai ignorée, tout comme les autres. Après tout, c'était une fête, et nous étions là pour nous amuser. Le temps passait, et plus la nuit avançait, plus nous devenions euphoriques. C'est à ce moment-là que Julien a suggéré de jouer à vérité ou défi. Un jeu banal, pensais-je, qui pimenterait simplement la soirée, mais je n'avais aucune idée de ce qui nous attendait vraiment. Nous étions assis en cercle, les rires s'éteignant peu à peu, remplacés par une excitation teintée d'appréhension. Quand Julien a évoqué le jeu de minuit, tout le monde a d'abord cru à une blague. C'était une légende locale, un de ces contes que les anciens racontaient pour effrayer les enfants. Selon la rumeur, ceux qui osaient jouer à ce jeu risquaient de ne jamais revoir la lumière du jour. Le jeu de minuit, disait Julien, n'est pas un simple défi, c'est une expérience. Il nous expliqua les règles, mais elles étaient vagues, mystérieuses, comme si elles changeaient selon la volonté du jeu lui-même. Il fallait écrire son nom sur un morceau de papier, l'allumer à la flamme d'une bougie à minuit précis et attendre. Attendre quoi? Julien sourit de manière énigmatique, mais n'en dit pas plus. Personne ne voulait être le premier à reculer, alors nous avons tous accepté, un mélange d'orgueil et de curiosité nous poussant à continuer. Nous avons éteint toutes les lumières, nous retrouvant dans l'obscurité, uniquement éclairés par la lueur vacillante de la bougie. Le silence était pesant, seulement interrompu par les murmures nerveux et le tic-tac distant d'une vieille horloge. Je sentais mon cœur battre de plus en plus fort, chaque seconde nous rapprochant de minuit. À minuit pile, nous avons tous enflammé nos papiers, les regardant se consumer lentement. Une sensation étrange m'envahit, un frisson glacé qui parcourut ma colonne vertébrale. Quelque chose n'allait pas. C'était comme si une présence invisible s'était glissée parmi nous, silencieuse, mais terriblement oppressante. Pourtant, personne ne parlait, chacun de nous trop fier ou trop terrifié pour admettre qu'il ressentait la même chose. Le jeu avait commencé, et nous étions sur le point de découvrir à quel point il était mortel. C'est à partir de là que tout a basculé. Le premier à disparaître fut Clara. Elle venait tout juste de relever son défi, une tâche simple et ridicule qui consistait à se promener seule dans le couloir sombre pendant 1 minute. Elle riait en partant, sa silhouette se fondant dans l'obscurité, mais elle n'est jamais revenue. Au début, nous avons pensé qu'elle nous faisait une blague, qu'elle essayait simplement de nous effrayer. Nous avons appelé son nom, d'abord doucement, puis avec plus d'insistance. Mais il n'y eut aucune réponse, seulement un silence lourd qui pesait de plus en plus sur nos épaules. L'inquiétude s'est rapidement transformée en panique quand Julien, qui était censé aller la chercher, ne revint pas non plus. Les autres commencèrent à s'agiter, murmurant entre eux, essayant de trouver une explication rationnelle. Mais dans nos cœurs, nous savions tous que quelque chose d'horrible se passait. Ce jeu de minuit, n'était pas qu'une simple légende. Il y avait quelque chose dans cette maison, quelque chose qui se nourrissait de notre peur. Les disparitions s'enchaînèrent, toujours après un défi, et toujours dans un silence glacial. Chacun essayait de garder son calme, mais c'était inutile. La terreur s'insinuait en nous, dévorant lentement notre raison. J'essayais de ne pas céder à la panique, de rester rationnel, mais c'était comme se battre contre une vague qui nous submergeait. Chaque minute qui passait, chaque craquement dans la maison, chaque ombre qui bougeait nous rapprochait un peu plus de la folie. Bientôt, nous n'étions plus que 3, serrés les uns contre les autres, essayant de comprendre ce qui se passait. Mais il n'y avait aucune logique à ce cauchemar.
C'était comme si la maison elle-même jouait contre nous, déformant l'espace, étouffant nos voix, nous isolant peu à peu. Et puis, un cri perça l'obscurité, déchirant le silence de la nuit. Un cri de terreur pure. Et je savais, à cet instant, que nous ne sortirions peut-être jamais d'ici vivants. Nous étions à bout de nerfs, les 3 derniers encore en vie. Camille, Marc et moi-même. Nous savions que nous devions faire quelque chose, trouver un moyen d'arrêter ce cauchemar avant que l'un de nous disparaisse à son tour. Alors, nous avons commencé à fouiller la maison, cherchant désespérément des réponses. Chaque pièce que nous explorions semblait plus sinistre que la précédente, comme si les murs eux-mêmes nous épiaient. Dans le grenier, nous avons trouvé de vieux journaux, des pages jaunies et des livres aux couvertures usées. En les feuilletant, une histoire ancienne a commencé à se dévoiler, celle d'un rituel oublié, d'une entité qui demandait des âmes en échange de quelque chose d'incompréhensible pour l'esprit humain. C'était le jeu de minuit, un pacte avec l'obscurité, et nous avions été stupides de le réveiller. Je pouvais voir la terreur dans les yeux de Camille, tandis qu'elle lisait à voix haute les dernières lignes d'un carnet de notes écrit par un homme qui semblait être un ancien prêtre du village. Ceux qui osent jouer avec les forces qu'ils ne comprennent pas doivent en payer le prix. Chaque mot résonnait comme une condamnation. Nous avions réveillé quelque chose de maléfique, quelque chose qui avait attendu des siècles pour être libéré. Marc, tentant de garder son sang-froid, proposa un plan. Tenter de recréer le rituel à l'envers, espérant que cela pourrait rompre la malédiction. Mais c'était un pari risqué, un saut dans l'inconnu. Le problème, c'est que nous n'étions plus sûrs de rien. La maison semblait jouer avec nos esprits, les couloirs s'étiraient, les portes disparaissaient, et la nuit paraissait sans fin. Mais nous n'avions pas le choix. C'était soit ça, soit attendre passivement que la chose revienne nous chercher. Nous avons rassemblé ce dont nous avions besoin, récité les incantations trouvées dans les vieux textes, tout en essayant de ne pas céder à la panique qui nous rongeait. Chaque seconde était un combat pour rester lucide, mais je sentais que le temps nous échappait. L'horreur de ce que nous avions découvert n'avait d'égal que le désespoir qui s'installait en nous. La tension était insupportable. Nous avions suivi chaque étape du rituel à la lettre, mais rien ne semblait se passer. L'obscurité autour de nous était devenue presque tangible, oppressante, comme si elle voulait nous engloutir. Puis, tout à coup, la bougie que nous avions allumée s'éteignit, nous plongeant dans un noir absolu. J'ai senti mon cœur s'arrêter, le silence étant si épais qu'il me semblait assourdissant. Camille a commencé à pleurer doucement, ses sanglots se mêlant à l'obscurité. Marc, quant à lui, restait silencieux, mais je pouvais voir dans ses yeux qu'il avait perdu tout espoir. C'est alors que je l'ai entendu, ce murmure à peine perceptible, venant de nulle part et de partout à la fois. Une voix froide, inhumaine, qui répétait nos noms comme pour nous rappeler que nous n'étions que des pions dans ce jeu cruel. La panique a atteint son paroxysme lorsque Marc, dans un ultime acte de désespoir, a tenté de briser la bougie, pensant que cela mettrait fin à tout. Mais à l'instant même où il a fait cela, il a disparu sous nos yeux, comme s'il avait été avalé par les ténèbres. Camille et moi étions pétrifiés, incapables de bouger ou de parler. J'avais l'impression que la maison respirait, que ses murs se refermaient sur nous. C'est alors que je me suis souvenu des dernières paroles du carnet. Le dernier sacrifice doit être consenti. Camille me regarda avec horreur, comprenant ce que cela signifiait. Je savais ce que je devais faire, même si cela me terrifiait. Avec un effort surhumain, je lui ai dit de courir, de sortir de cette maison maudite pendant que je resterais là pour affronter ce que j'avais libéré.
Je ne sais pas si elle a réussi à sortir, car dès qu'elle s'est éloignée, la voix est revenue, plus forte, plus insistante. Je me suis senti attiré vers le centre de la pièce, une force invisible me poussant à genoux. Puis, tout devint noir. Je n'ai jamais su ce qui est arrivé ensuite. Tout ce que je sais, c'est que je me suis réveillé à l'aube, seul dans cette maison silencieuse, avec la sensation glaciale que quelque chose m'avait été pris. J'ai quitté le village ce jour-là, et je n'y suis jamais retourné. Mais même aujourd'hui, je sens parfois cette présence autour de moi, comme une ombre qui refuse de me lâcher. Le jeu de minuit n'est jamais vraiment terminé. Et peut-être qu'un jour, il reviendra pour réclamer ce qu'il reste de mon âme. Je vis dans un petit village niché au creux des collines, un endroit où tout le monde se connaît, où les rumeurs circulent aussi rapidement que le vent d'automne qui traverse les ruelles pavées. C'est un endroit paisible, sans prétention, où les jours passent dans une routine rassurante, ponctuée par les cloches de l'église qui marquent les heures. Pourtant, depuis peu, une étrange sensation plane dans l'air, quelque chose que je n'arrive pas à nommer, mais qui serre mon cœur d'une angoisse sourde. Cela a commencé il y a quelques semaines, lorsque cet homme étrange est arrivé au village. Il était vêtu d'un long manteau noir, ses cheveux grisonnants tombant en mèches désordonnées sur ses épaules. Ses yeux, d'un gris pâle, semblaient voir au-delà du monde visible, comme s'il cachait des secrets anciens et inavouables. Personne ne savait d'où il venait, et il parlait peu, seulement pour annoncer l'ouverture prochaine de sa boutique d'antiquités. Le lendemain, les rideaux de fer rouillés d'une vieille échoppe abandonnée se sont levés, révélant une vitrine emplie d'objets anciens, tous plus intrigants les uns que les autres. Des montres à gousset, des miroirs ornés, des poupées de porcelaine au regard figé. La boutique dégageait une atmosphère à la fois fascinante et inquiétante. Les habitants, moi y compris, ont rapidement été attirés par cette collection éclectique. Pourtant, quelque chose au fond de moi me mettait en garde, comme un murmure à peine audible, me disant de me méfier de cet homme et de ses objets. Mais, dans un village aussi petit que le nôtre, la nouveauté est rare, et l'excitation a pris le dessus sur ma prudence. Je n'aurais jamais imaginé que cette décision allait bouleverser nos vies à jamais. La boutique d'antiquités est rapidement devenue le centre d'attention du village. Chaque jour, de nouveaux visages passaient la porte grinçante pour découvrir les trésors cachés dans les étagères poussiéreuses. Moi-même, je me suis laissé tenter par un vieux miroir à main, finement ciselé, que j'avais trouvé particulièrement beau. Ma femme, quant à elle, a acheté un petit carrousel en bois, une de ces boîtes à musique qui tourne en jouant une mélodie douce. Les premières semaines après l'ouverture, tout semblait normal. Les gens parlaient avec enthousiasme de leurs nouvelles acquisitions, les exposant fièrement chez eux. Mais peu à peu, des histoires étranges ont commencé à circuler. D'abord, c'était Madame Dupuis, qui a juré avoir vu le reflet d'une femme inconnue dans le miroir qu'elle avait acheté. Puis, ce fut au tour de Monsieur Leclerc, qui se plaignait d'entendre des voix chuchotantes la nuit, provenant d'une vieille radio qu'il avait ramenée de la boutique. Chez nous, ce fut mon épouse qui a remarqué les premiers signes. Le carrousel, qui était censé jouer une mélodie douce et apaisante, a commencé à émettre des sons discordants, presque inquiétants. Parfois, en pleine nuit, nous l'entendions se mettre en marche tout seul, les petits chevaux de bois tournant lentement sous une lumière fantomatique. Au début, j'ai tenté de rationaliser, mettant cela sur le compte d'un mécanisme défectueux. Mais au fond de moi, je sentais que quelque chose n'allait pas. Les événements se sont intensifiés, des objets changeaient de place sans explication, des ombres semblaient se mouvoir dans les coins de la maison, et une sensation de froid glacial envahissait parfois les pièces, sans raison apparente. Mon sommeil
autrefois paisible, était désormais troublée par des cauchemars dont je ne me souvenais pas, mais qui me laissaient un sentiment de terreur inexpliqué au réveil. Les discussions avec mes voisins ont confirmé que je n'étais pas le seul à vivre ces phénomènes étranges. Tous ceux qui avaient acheté quelque chose dans cette boutique semblaient être frappés par une série d'incidents de plus en plus inquiétants. Nous avons commencé à échanger des regards inquiets dans les rues, à murmurer des théories, mais personne n'osait vraiment affronter la vérité qui commençait à se dessiner. Ces objets n'étaient pas simplement anciens, ils étaient habités par quelque chose de bien plus sombre. Plus les jours passaient, plus il devenait évident que nous étions face à quelque chose de bien plus sinistre que de simples antiquités. Les phénomènes étranges se multipliaient, et le sentiment de peur, d'abord diffus, s'était transformé en une angoisse omniprésente. Chaque soir, en rentrant chez moi, j'avais l'impression d'entrer dans une maison qui n'était plus la mienne. Ma femme et moi n'osions plus parler des choses que nous voyions, de peur de leur donner vie par nos mots. Un soir, alors que j'étais seul dans le salon, je décidais enfin de passer à l'action. J'avais besoin de comprendre ce qui se passait réellement. Je me suis installé devant mon ordinateur et j'ai commencé à chercher des informations sur le propriétaire de la boutique. Très peu de choses apparaissaient à son sujet, comme s'il n'avait jamais existé avant son arrivée au village. Mais, après des heures de recherche, je suis tombé sur un article vieux de plusieurs décennies, relatant une série de morts mystérieuses dans une petite ville à des centaines de kilomètres d'ici. Les descriptions des objets retrouvés sur les lieux de ces incidents ressemblaient étrangement à ceux que le propriétaire vendait dans sa boutique. Mon cœur s'est serré. J'ai continué à creuser, et ce que j'ai découvert m'a glacé le sang. Cet homme semblait avoir voyagé de village en village pendant des années, ouvrant sa boutique, vendant ses antiques, puis disparaissant après que des tragédies inexpliquées aient frappé la communauté. Partout où il passait, les mêmes signes se manifestaient. Objets possédés, malédictions et souvent des morts violentes. Je savais que je devais en savoir plus sur les objets que nous avions chez nous. J'ai alors examiné de plus près le miroir et le carrousel. En retournant le miroir, j'ai découvert de petites inscriptions gravées dans un langage ancien que je ne pouvais pas déchiffrer. En fouillant dans mes souvenirs, je me rappelais de l'ancien prêtre du village voisin, un homme réputé pour sa connaissance des textes anciens et des légendes locales. Le lendemain, je me rendis à sa rencontre avec l'espoir qu'il puisse m'aider. Quand il vit les inscriptions, son visage pâlit. Il me parla alors de rituels anciens, de pratiques occultes destinées à emprisonner des âmes dans des objets, transformant ces innocentes antiquités en pièges pour les vivants. Il m'avertit que ces objets étaient bien plus dangereux que je ne l'imaginais et que pour briser la malédiction, il faudrait un sacrifice. Cette révélation me laissa terrifié. Je comprenais maintenant que le danger était réel et que ma famille, ainsi que tout le village, étaient en grand péril. Mais le plus effrayant restait encore à venir. Comment allais-je arrêter cette malédiction sans y laisser la vie? Le prêtre m'avait mis en garde. Le propriétaire de la boutique ne serait pas facile à affronter. Il possédait un pouvoir qui dépassait l'entendement, un pouvoir puisé dans les forces occultes qu'il manipulait à travers les objets qu'il vendait. Mais je ne pouvais plus rester sans rien faire. Chaque jour, le mal qui s'infiltrait dans nos vies devenait plus palpable, plus menaçant. Il fallait agir, et vite. Je décidai de retourner à la boutique, cette fois avec la ferme intention d'obtenir des réponses. Le soir tombait lorsque je poussai la porte, qui émit son habituel grincement sinistre. La boutique était étrangement silencieuse, comme si l'air lui-même retenait son souffle. Le propriétaire était là, derrière le comptoir, me regardant de ses yeux froids. Sans attendre, je lui lançai les questions qui me hantaient. Qui était-il vraiment, et que cherchaient ces objets maudits?
Il sourit alors, un sourire qui ne parvint pas à réchauffer son visage. Il m'invita à m'asseoir, et à ma grande surprise, il commença à parler, comme s'il avait attendu ce moment depuis longtemps. Il me raconta qu'il avait autrefois été un homme comme les autres, jusqu'à ce qu'il découvre, par hasard, un livre ancien. Ce livre contenait des secrets oubliés, des rituels capables de manipuler l'essence même de l'âme humaine. Fasciné par ce savoir interdit, il avait commencé à expérimenter, d'abord par curiosité, puis par soif de pouvoir. C'est ainsi qu'il avait appris à lier les âmes des morts à des objets, emprisonnant leur essence dans la matière inerte. Ces objets devenaient alors des réceptacles de douleur et de colère, nourris par les souffrances des esprits piégés. Il se délectait de la peur qu'ils provoquaient chez ceux qui les possédaient. Ce n'était pas seulement une affaire de commerce. Pour lui, c'était un moyen de prolonger son propre pouvoir, de se nourrir de la terreur des autres pour maintenir son existence. Mais il y avait un prix à payer. Avec chaque rituel, une partie de son humanité s'était effritée, et il était devenu ce qu'il était maintenant. Une coquille vide, habitée par les ténèbres qu'il avait lui-même libérées. Il m'avoua qu'il ne pouvait plus arrêter, que son âme était liée aux objets et que leur destruction entraînerait sa propre fin. Je le regardais, dégoûté et horrifié. Comment un homme avait-il pu sombrer à ce point? Mais avant que je puisse réagir, il ajouta dans un murmure glacial que maintenant que je connaissais la vérité, je n'avais qu'une option, rejoindre les rangs de ses clients maudits ou détruire les objets et périr avec lui. C'est alors que je compris que je n'avais pas le choix. Si je voulais sauver mon village, ma famille, je devais affronter cet être diabolique et mettre fin à ce cycle de malédiction, même si cela signifiait sacrifier ma propre vie. Les jours suivants allaient être les plus longs et les plus terrifiants de ma vie. La décision était prise. Je devais agir, peu importe le prix à payer. La nuit suivante, sous la couverture d'une lune voilée par des nuages sombres, je me glissai hors de la maison, emportant avec moi le miroir et le carrousel maudit. La peur me rongeait de l'intérieur, mais je savais que je ne pouvais plus reculer. Tout devait se terminer ce soir. Je me dirigeais vers la vieille église abandonnée à l'extérieur du village, un endroit que personne n'osait plus approcher depuis des années. C'était là que le prêtre m'avait dit de conduire le rituel final, là où la frontière entre notre monde et celui des esprits était la plus fine. Le silence était assourdissant, comme si la nature elle-même retenait son souffle dans l'attente de ce qui allait se passer. À l'intérieur de l'église en ruine, je disposais les objets sur l'autel délabré, comme le prêtre me l'avait montré. Les vieilles pierres semblaient vibrer d'une énergie ancienne, et une brume froide commença à s'élever du sol, enveloppant mes pieds. J'entendais des murmures, des voix indistinctes qui semblaient émaner des murs eux-mêmes. C'étaient les âmes emprisonnées, appelant à la libération. Je prononçais les paroles du rituel, ma voix tremblant d'émotion. À chaque mot, les objets semblaient réagir, vibrant d'une énergie sinistre. Puis, soudain, un cri perça l'air, un cri inhumain et terrifiant qui résonna dans toute l'église. Le propriétaire de la boutique apparut dans l'ombre, ses yeux remplis de haine. Il essaya de m'arrêter, de me dissuader, mais je continuais, déterminé à en finir. Les objets sur l'autel commencèrent à se fissurer, des craquelures apparaissant à leur surface comme si quelque chose tentait d'en sortir. Je sentais la présence du mal se dissiper lentement, mais pas sans une lutte désespérée. Puis, dans un dernier éclat de lumière aveuglante, les objets éclatèrent en milliers de morceaux, libérant une énergie qui traversa l'église, balayant tout sur son passage. Quand la lumière s'estompa, je me retrouvai seul dans l'obscurité,
Le propriétaire de la boutique avait disparu, comme s'il n'avait jamais existé. Tout était silencieux, comme si le monde avait retenu son souffle. Je m'effondrais sur le sol, épuisé, mais soulagé. Je savais que j'avais réussi, que les âmes étaient enfin libres et que le village était sauvé. Le lendemain, lorsque les premiers rayons du soleil pénétrèrent les ruines de l'église, je me relevai péniblement et rentrai chez moi. La boutique avait disparu, ne laissant derrière elle qu'un terrain vague. Les habitants du village semblaient avoir oublié les événements récents, comme si tout cela n'avait été qu'un mauvais rêve. Mais moi, je savais que ce n'était pas terminé. Car même si j'avais détruit les objets, les cicatrices qu'ils avaient laissées en moi ne disparaîtraient jamais. Chaque nuit, je me demande si d'autres objets maudits pourraient réapparaître ailleurs, apportant à nouveau leur malédiction. Et je sais que si cela arrive, je serai prêt à les affronter, même si cela doit me coûter la vie. Si vous avez regardé jusqu'ici et que vous avez aimé les histoires, abonnez-vous à la chaîne et activez les notifications pour recevoir plus d'histoires comme celle-ci. Et si vous avez un récit effrayant, laissez-le dans les commentaires. Peut-être que votre histoire sera la prochaine dans la vidéo. Merci pour votre attention et à la prochaine vidéo.